Et encore une C'est parfait. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette intervention, on va vous expliquer aujourd'hui comment est-il conseillé d'investir, quelle est la meilleure structure en fait pour pouvoir acheter un bien immobilier en Israël. Et on va faire un comparatif détaillé entre trois structures qui sont l'achat en nom propre, donc l'achat classique, l'achat par l'intermédiaire d'une société israélienne normale hein, qui est imposée à l'IS et également l'achat via une société israélienne qui serait transparente, un petit peu l'équivalent d'une SCI LIA. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on va avancer rapidement. Alors, tout d'abord, pour vous rappeler le contexte, le cabinet, c'est Dre et Natco. On est expert comptable fiscaliste en Israël. On a deux bureaux, un à Jérusalem et un à Tel Aviv. On est spécialisé sur tout ce qui est comptabilité et fiscalité en Israël, avec tout l'axe France-Israël qui est développé. On propose également la comptabilité en France et en Angleterre. Voilà un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà un petit peu le sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, l'investissement immobilier en Israël, on va faire une analyse rapide du marché actuel, notre prévisionnel pour 2024, comment est-ce qu'on voit les tendances en fonction sur les prochains mois. Comme je vous l'ai dit, l'achat pour l'investissement, le choix de la meilleure structure, ça va être le principal objet de cette intervention. Et on va faire le comparatif sur l'achat en nom propre, l'achat via une SCI LIS et l'achat via une SCI LIR. Ensuite, on va faire plusieurs exemples. En fait, dans chaque cas, on va vous donner un exemple pour prendre toujours les mêmes données, puis on va faire un comparatif de tous les cas et de, de toute l'imposition en fait en fonction de chaque structure, et on va analyser l'imposition sur les revenus locatifs et l'imposition sur la vente, sur la plus-value immobilière qui va être générée. Je précise d'emblée que cette présentation, elle ne concerne que des personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier pour de l'investissement, d'accord, pour du nom propre. C'est pas l'objet de cette intervention. Là, on va faire vraiment un focus sur acheter un bien pour soit faire de l'investissement locatif, soit faire viser une plus-value future plus tard. OK. Ensuite, on laissera une Excuse-moi, place. Nathaniel. Oui. Où est Nathanaël? Je ne le vois plus là dans la salle. Il est à Nathanaël, côté de toi? non, il a dû perdre la connexion. Si tu veux lui envoyer Ok. un WhatsApp. Oui. Euh, et à la fin, comme d'habitude, on laissera une place pour les questions et réponses sur l'intervention. Ok, donc comme je vous expliquais, l'investissement en Israël, c'est un marché, l'investissement immobilier en Israël, c'est un marché qui présente beaucoup d'avantages. Tout d'abord, c'est un marché qui est en perpétuelle croissance, avec une demande constante et importante, qui est marquée d'abord par un agrandissement de la population, beaucoup de nouveaux couples, des jeunes mariés, beaucoup d'étudiants également. En Israël, on a tendance à quitter le domicile familial assez jeune. Malheureusement, beaucoup de divorces également. Le corona a laissé des traces dans certains couples. Et donc, il y a une hausse également au niveau des... on parle de plus de 50% de divorces, malheureusement, en Israël. Donc, qui dit divorce dit qu'on va séparer le foyer fiscal, dit qu'il faut maintenant deux appartements pour la même famille. Donc, il va y avoir une demande qui est en perpétuelle hausse. Je parle même pas, enfin, je l'ai pas mis ici, mais on sait également qu'il y a une forte alia qui se prépare suite au malheureux événement du 7 octobre et à l'atmosphère un petit peu mondiale qui est en train de se passer, que ce soit en France, aux États-Unis. Malheureusement, on est bien que chez nous. Et l'offre qui est très faible également. Israël qui détient encore 90% des terrains constructibles, le RAMI, hein, Reshut Mitzvah Israël, donc Reshut Mekarkein Israël. Donc, il libère au fil de l'eau. J'ai un peu tendance à appeler les terrains en Israël qui sont un petit peu le pétrole d'Israël, d'accord? C'est vraiment comment dire la ressource principale que dont le gouvernement dispose. Et malheureusement, cette ressource, Israël décide de la libérer au fil de l'eau. Donc il y a très peu d'offres. La rentabilité est quand même importante. Alors certes, sur la rentabilité classique, on parle de 2,5-3% sur de la location classique à long terme, mais il faut savoir que la rentabilité en Israël, elle est quasiment nette d'impôts. On va faire des exemples tout à l'heure. Et donc 3% net d'impôts sur des biens immobiliers comment dire, qui ont une perspective de plus-value importante. Ça reste quand même très, très attractif. Et le point majeur, c'est qu'il n'y a pas de succession en Israël. Alors je précise, il n'y a pas de succession en Israël pour les résidents fiscaux israéliens. Si un résident fiscal français détient un bien en Israël, même si en Israël il n'y a pas de droit de succession, alors, en France, il devra s'acquitter des droits de succession. C'est la même chose pour l'IFI. En Israël, il n'y a pas d'IFI. Par contre, si vous êtes résident fiscal français et que vous détenez un bien immobilier en Israël, vous devez le déclarer à l'IFI. Un petit tour d'horizon sur 2024. Pour 2024, il y a plusieurs changements, parce que c'est assez dynamique cette fin d'année, début d'année prochaine.
Tout d'abord, on parle déjà d'une baisse prévue sur les taux de crédit pour deux raisons. D'abord, Israël a réussi à maîtriser l'inflation, en tout cas à ne pas la laisser s'échapper. Donc, on parle déjà d'une première baisse fin premier trimestre 2024, donc d'ici 3 mois et demi à peu près. Et c'est également les conséquences de la guerre. La guerre coûte très cher. Donc, pour relancer l'économie, Israël va devoir diminuer les taux d'intérêt. Euh, Parallèlement à ça, la baisse des taux d'intérêt du taux directeur de la Banque d'Israël va également impacter fortement la rentabilité sur les placements bancaires traditionnels, donc les placements à terme, que ce soit sur un mois, 3 mois, 6 mois ou un an. Aujourd'hui, on a des taux qui sont très attractifs, 4,5, 5% dans certaines banques sur du shekel. Dès que les taux vont commencer à baisser, ben, on va repasser sous la barre du rendement immobilier. Le rendement immobilier, c'est en général 3% sur la valeur d'achat initiale du bien. C'est à peu près ce que ça va donner, sachant que les loyers ont quand même tendance à monter en ce moment et les prix se sont stabilisés. Donc, même si on n'est pas tout à fait à 3%, on va tendre à aller à 3%. Donc, pour vous donner une idée, 3%, c'est à peu près net d'impôt sur les rendements immo. On va faire les comparatifs après. Les placements à terme dans les banques sont généralement imposés à hauteur de 25% et on parle de 4, 4,5% pour l'instant. Dès que les taux vont commencer à baisser, le rendement immobilier va repasser, le rendement locatif va repasser au-dessus des rendements bancaires. On prévoit donc une relance du marché immobilier puisque les prix ont réussi à se stabiliser. C'était la première volonté quand ils ont stoppé l'inflation, ils ont réussi à stabiliser les prix. Mais les investisseurs disposent toujours des mêmes fonds. Donc, dès que les taux d'intérêt vont commencer à diminuer, les investisseurs vont revenir sur le marché. Autre chose que je n'ai pas mis dans la présentation, c'est que le nouveau directeur des impôts en Israël, qui s'appelle Shai Aranubitz, a déjà plus ou moins fait comprendre que dans son programme de 2024, il va diminuer la taxe d'acquisition pour les investisseurs en la passant de 8% à 5%. Ils avaient fait un petit peu la même opération en 2021, pour ceux qui s'en rappellent. En pleine crise du corona, il fallait remplir un petit peu les caisses. Eh bien, ils avaient baissé la taxe d'acquisition, les tranches de la taxe d'acquisition pour les investisseurs. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté de manière formelle sur la présentation. Mais sachez que dans plusieurs congrès auxquels j'ai assisté, cette taxe va a priori baisser, en tout cas pour les investisseurs, en 2024. Comme on l'a dit, une forte alia à prévoir à cause de toutes les conséquences de la guerre. Donc, il va y avoir une hausse dans les villes prime, prime location, donc comme Tel Aviv, Jérusalem, mais également une forte demande locative qui va être attendue dans les villes un petit peu secondaires comme Bat Yam, Rishon LeZion, Netanya, Ashdod. Donc, toutes ces villes-là vont avoir un engouement, que ce soit de la part des investisseurs qui vont souhaiter revenir un petit peu sur ce marché-là, et également un engouement sur le marché locatif, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir se concentrer dans ces villes-là pour fuir un petit peu les frontières. Hein, si vous avez suivi, on fuit un petit peu les frontières, on va se concentrer. Et donc, techniquement, il va y avoir une forte hausse de demande locative, ce qui va faire, a priori, monter les prix du loyer. C'est notre prévision personnelle hein, au cabinet. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet de la conférence d'aujourd'hui, l'achat pour investissement, quelle est la meilleure structure? Donc, pour investir en Israël, on a trois options, comme on l'a décrit tout à l'heure. Il y a l'achat en nom propre, l'achat classique. Il va y avoir l'achat en société que j'appelle classique, c'est-à-dire une société à l'IS. En Israël, on appelle ça une Chevra Baham. Et il y a également l'achat via une société transparente, qui est l'achat via une Chevrat Bait, d'accord? Donc ça, c'est une structure qui existe en Israël, qui existe depuis longtemps. C'est pas une nouvelle structure, mais c'est une structure qui a été un petit peu délaissée. Vous allez comprendre pourquoi, et vous allez comprendre quel est le principal avantage de cette structure, et que aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous allez comprendre également que c'est la meilleure structure pour faire de l'investissement immobilier en Israël. Évidemment, tout dépend du contexte personnel de chacun. On commence tout de suite par l'achat en nom propre. L'achat en nom propre en Israël a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, vous devez disposer d'un apport de 50%. D'accord? Il y a une loi en Israël qui s'appelle la loi Chok HaMashkentaot et qui va exiger qu'une banque, enfin qui va interdire à une banque plutôt, de financer plus que 50% si un particulier dispose déjà d'un premier appartement. Donc je pars du principe qu'une personne qui souhaite investir a déjà acheté son propre bien, sa résidence principale, et donc en Israël, on ne peut pas financer plus que 50%. Ça a été fait pour faire fuir justement les investisseurs du marché pour essayer de diminuer un petit peu les prix. On n'a pas de possibilité d'utiliser un prêt via une holding ou une société commerciale. Les prêts en Israël sont interdits. On ne peut pas se prêter de l'argent si on est actionnaire. On est obligé de payer dessus du dividende à hauteur de 33%. Il faut ne pas oublier qu'on doit ajouter à l'apport donc des 50% les frais annexes. Donc il y a la taxe d'acquisition
tant que ça ne baisse pas, on est encore dans la tranche de 8 à 10%. Il y a les honoraires de l'avocat, les honoraires de l'agent, l'expertise et les frais annexes potentiels. Et sur ça, les banques ne prêtent pas en général dans un dossier de particulier. Je mets ici le dossier particulier parce que vous allez voir que pour les sociétés, ça change un petit peu. Donc, on a compris que la capacité de financement bancaire, c'est 50% maximum. Et il y a également un élément très important, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire un effet levier si on a un autre bien qui est financé. Imaginons que vous avez votre premier bien sur lequel, qui a une valeur de 5 millions et sur lequel il va vous rester 600 000 shekels de crédit. Ben vous n'avez malheureusement plus, depuis septembre 2021, vous n'avez plus la possibilité d'apporter ce bien en caution à la banque et d'aller lever des fonds sur ce bien. Lieberman, quand il était ministre, a fait passer une circulaire qui a interdit la possibilité de faire un effet levier sur un bien déjà financé. Donc, si vous avez déjà un bien sur lequel il n'y a plus ou très peu de crédit, bah, malheureusement, ce bien aujourd'hui ne peut plus servir d'effet levier pour vous permettre de disposer d'un apport supplémentaire. Vous allez devoir attendre pour collecter les 50% d'apport supplémentaire pour passer à une deuxième acquisition. Maintenant, on va faire un petit exemple sur la fiscalité sur les revenus immobiliers en nom propre et on va faire la distinction entre les revenus locatifs et la plus-value. Donc, les revenus locatifs, quand on est en nom propre, on a la possibilité d'utiliser le forfait à 10% sur les revenus locatifs. Je précise ici que c'est les revenus locatifs long terme uniquement, donc tout ce qui est Airbnb et location court terme de manière générale, ce n'est pas possible d'utiliser le forfait à 10%. De toutes les façons, les personnes qui nous suivent régulièrement savent que le forfait à 10%, on l'aime pas trop. Et vous allez comprendre à la fin dans la synthèse que le forfait à 10%, c'est le pire forfait qui puisse exister. Même si, pour ceux qui habitent en France, 10% sur le revenu locatif, c'est pas cher par rapport à l'impôt français. Mais en tout cas, en Israël, 10%, c'est une option qui n'est donnée que aux personnes qui louent en nom propre. Et cette option, elle a été intéressante il y a plusieurs années. Aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Nous, on conseille d'utiliser le forfait réel. Le forfait réel, c'est un forfait qui va vous permettre d'utiliser des abattements et des déductions, notamment l'amortissement comptable sur la valeur du bien, les frais bancaires, la déduction des intérêts des frais bancaires, éventuellement si vous avez fait des travaux ou des améliorations dans le bien, si vous avez des frais annexes, des frais classiques, comme un gestionnaire, un avocat, un agent immobilier éventuellement, vous payez une assurance, bref, tous ces frais-là vont pouvoir se déduire de vos revenus locatifs et on va en fait calculer quel est votre bénéfice fiscal imposable, un petit peu le même fonctionnement que le LMNP en France ou que la SCI-LIS en France. C'est un petit peu le même fonctionnement. On est imposé seulement sur le bénéfice fiscal. Et pour rappel, on peut remonter 6 ans en arrière s'il s'avère que vous utilisez le forfait à 10% et que le forfait réel était plus intéressant. On peut remonter jusqu'à 6 ans en arrière. Donc là, on peut remonter jusqu'à 2017. D'accord on a mis en place un simulateur sur notre site internet que je vous invite à aller consulter qui vous permet de noter vos données et vous recevez une réponse en disant quel est le meilleur forfait que l'on vous recommande. En cas de vente, l'imposition sur la plus-value immobilière en Israël, c'est 25% sur la plus-value nette. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la plus-value nette? C'est la plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat, duquel on va déduire l'amortissement, ce qu'on appelle une dotation aux amortissements. C'est un certain forfait, c'est à peu près 3% de la valeur d'achat initiale du bien que l'on va déduire, même si vous avez utilisé le forfait à 10% dans lequel vous ne pouviez pas a priori déduire de frais. Eh bien, même en cas d'utilisation du forfait à 10%, quand vous allez vendre votre bien, les impôts vont calculer quel est l'amortissement que vous auriez pu demander et vous allez être imposé là-dessus. Vous allez voir, vous allez comprendre, il y a un exemple chiffré juste après. On a la possibilité de déduire éventuellement des travaux qui ont été réalisés. Je précise ici, c'est sur présentation de facture uniquement. Donc tout ce qui a été payé en espèces ou tous les travaux éventuels pour lesquels on n'a pas gardé de traces de facture, etc. Malheureusement, en cas de plus-value, on ne peut pas et on peut pas déduire là-dessus. Et on a la possibilité également d'étaler la plus-value sur une période de 4 ans en arrière. Ça, c'est technique, ce n'est pas l'objet principal de l'intervention, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Un petit exemple sur la fiscalité des revenus locatifs en nom propre. On va prendre un exemple qui va nous servir pour les comparatifs à chaque fois. On part du principe qu'on achète un bien immobilier à 5 millions de shekels. Quand on est en nom propre, on va faire un financement à 50-50 avec un taux moyen de 5%, c'est le taux moyen actuel. Il y a un gestionnaire qui prend un mois de loyer annuel. Okay, le loyer annuel, c'est 150 000 shekels. Donc, on va faire un comparatif. Combien d'impôts paye-t-on lorsqu'on est en nom propre? Eh bien, on a la première option, on va faire le forfait à 10%. Forfait à 10%, c'est très simple. Vous prenez le montant des loyers qui ont été encaissés dans l'année, vous multipliez par 10%, c'est le chèque que vous allez faire à l'administration fiscale. Donc là, on a encaissé 150 000 dans l'année, on prend 10%, ça fait 15 000 shekels, et on va payer ce montant-là à l'administration fiscale. La deuxième option, c'est l'utilisation dont je vous ai parlé, c'est le forfait réel. On va toujours avoir notre loyer de 150 000 shekels, mais on va avoir des dépenses qu'on va pouvoir utiliser, notamment l'amortissement.
c'est 130 000 shekels sur un bien de 5 millions. L'intérêt bancaire, puisqu'on a des crédits, on a un taux moyen de 5% sur 50% de la valeur d'achat initiale, donc c'est 125 000 shekels d'intérêt tous les ans. Le gestionnaire également, qu'on va pouvoir déduire. Donc là, on se rend compte que les dépenses sont d'un total de 267 500 shekels, alors que les loyers sont seulement de 150 000 shekels. Donc on va arriver dans une situation où on a un déficit foncier que l'on va pouvoir reporter pour les années suivantes sans limite de temps. Donc là, on voit que selon le forfait réel, l'impôt à payer, c'est zéro par rapport à 15 000 shekels qu'on aurait payé sur le forfait à 10%. Là également, c'est technique. On a fait une autre intervention avec Rachel. Si les personnes qui veulent recevoir l'enregistrement, je crois que c'est sur la chaîne de YouTube du réseau expert, donc vous pourrez consulter la précédente intervention à ce sujet. Lorsqu'on va vendre le bien, il y a une petite coquille, on va partir du principe que on va partir du principe que le bien, donc, il est toujours à 5 millions, financement 50-50, crédit 5%, et le bien est vendu au bout de 6 ans à un prix de 6,5 millions. On a considéré qu'il y a une petite plus-value qui a été générée. Et combien d'impôts est-ce qu'on va payer sur la vente de ce bien? Bien, si l'utilisation du forfait si on utilise le forfait à 10%, on va recalculer, comme je vous disais, la NAV, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement du bien. Donc, on va prendre les 5 millions d'achats initiaux, auxquels on va enlever l'amortissement que l'on aurait pu demander pendant toute la période de détention du bien. Et donc, en fait, les impôts vont considérer que votre bien, il ne vous a pas coûté 5 millions à l'achat, il vous a coûté 4 220 000 shekels. Pourquoi? Parce qu'on va enlever l'amortissement que vous auriez pu demander, et je précise et je le rappelle, même si vous ne l'avez pas demandé dans le cas du forfait à 10%. Donc, les impôts qui vont être payés en nom propre, ça va être 25% de la plus-value qui est générée ici, c'est-à-dire qu'on va payer 570 000 shekels d'impôts sur la plus-value. Lorsqu'on va utiliser le forfait réel, on va donc recalculer notre valeur nette d'amortissement, ça, il n'y a pas de problème, c'est le même calcul, mais on va avoir la possibilité de déduire les pertes que l'on a reportées. Vous vous rappelez, on avait à peu près 117 000 shekels de pertes tous les ans. Ce déficit foncier, on va pouvoir le stocker, l'emmagasiner jusqu'à la plus-value. Et donc, la plus-value imposable, elle est moins importante dans le cadre de l'utilisation du forfait réel par rapport à l'utilisation du forfait à 10%. On peut voir combien d'impôts est-ce qu'on paye selon le forfait réel. Et la différence, dans notre exemple, c'est à peu près 150 000 shekels. Vous voyez que l'utilisation d'un forfait à l'autre a des conséquences à court terme sur le montant des impôts que vous allez payer. Vous rappelez-vous que vous payez 15 000 shekels d'écart d'impôts tous les ans. Ça, je ne l'ai même pas mis en compte. Mais également, lors de la plus-value, il va y avoir une différence de 150 000 shekels. Quand on fait un cumulé, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais ça va nous donner une différence d'à peu près 240 000 shekels sur toute la durée de détention du bien. Jusque-là, c'est tout ce qui va être la fiscalité sur un bien que l'on va acheter en nom propre. Je vous rappelle que si vous avez des questions, pour l'instant, notez-les et puis on répondra à la fin. Maintenant, on va passer à l'achat en société classique, donc une société à l'IS, l'équivalent d'une SARL ou une holding à l'IS classique. Et là, on va revoir également, comme d'habitude, les caractéristiques et les avantages d'acheter par l'intermédiaire d'une société. Tout d'abord, il faut comprendre que le premier avantage, ça va être l'effet levier bancaire, les points 1 et 2. On va demander un apport qui est souvent moins important. Les banques ne sont pas soumises en fait à la même loi. Il n'y a pas d'interdiction à prêter à une société. Donc, la capacité de financement peut monter à 80%. Généralement, c'est 70% de financement de la part de la banque. On a également une possibilité d'aller prendre un prêt via une société sœur ou via une holding. Donc là, il va y avoir un compte courant actionnaire qui va être noté dans les deux sociétés. On avait fait également une intervention précédemment sur l'achat via une filiale d'une société française. C'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire que si vous avez des réserves ou des bénéfices non distribués dans votre société qui vous sert de holding, eh bien vous allez pouvoir utiliser cet argent, cette trésorerie, et aller la prêter à votre société israélienne. Et sur ce prêt, on ne paye pas de dividendes puisque la société qui est à l'IS ne vous appartient pas en tant que personne physique. Donc, vous avez la possibilité d'éviter le paiement du dividende. On a également la possibilité de réaliser l'achat à plusieurs. Donc ça va être intéressant, notamment les institutionnels. Si vous allez acheter un parc immobilier important ou acheter dans un projet important, vous avez la possibilité de venir créer une société projet qui va donc porter le projet. Et avec des sociétés de ce type, vous avez la possibilité de lever des fonds plus facilement avec des instituts. Possibilité également dans certaines banques de financer les frais annexes. Ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Les fameux taxes d'acquisition, les honoraires de l'avocat, de l'agent, etc. Ça, généralement, dans certaines banques, vous allez avoir la possibilité même d'aller obtenir un financement sur ces frais annexes.
Je précise par contre que le financement dans ce cas-là sera un financement sur une durée généralement de 5 ans, 5 à 7 ans. Ce ne sera pas 20 ans ou 25 ans que vous allez pouvoir avoir comme sur le bien, mais en tout cas, à court terme, ça vous permet de libérer la trésorerie et de pouvoir réaliser votre achat. Autre élément, autre avantage assez important, c'est que vous pouvez, dans ces cas-là, utiliser l'effet levier. Si vous avez déjà un bien, même en nom propre, qui est déjà financé ou pour lequel il reste un petit crédit, vous avez la possibilité d'apporter ce bien en caution à la banque de votre société et la banque va utiliser ce bien-là pour pouvoir vous libérer un financement plus important. Donc, dans certains cas, on a même la possibilité d'acheter sans aucun apport si vous avez déjà un bien pour lequel il reste une possibilité d'aller lever de l'argent dessus. Euh, Comme toute société, la gestion et le contrôle se font via les statuts. Donc, on a la possibilité de prendre des décisions sur l'organisation de la société de manière beaucoup plus structurée. Ça vaut le coup, c'est important. Souvent, quand on va mettre en place un patrimoine, quand on a une stratégie patrimoniale d'investissement immobilier assez importante, on va avoir plusieurs biens. Ben, c'est important, c'est bien d'avoir des statuts qui vont réglementer les opérations s'il y a plusieurs actionnaires, qu'on ne se retrouve pas dans des situations d'indivision que plusieurs connaissent et avec toutes les catastrophes que ça peut engendrer dans le contrôle et dans l'opération de ces actifs. Une société dispose également d'une responsabilité limitée. Donc, en cas de dette ou de litige, vous en tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas exposé, on va dire, aux problèmes que pourrait avoir votre société. Il y a un écran qui va séparer entre l'actionnaire et la société en elle-même. On a également la possibilité de pouvoir, on a une certaine souplesse dans la répartition des bénéfices. C'est-à-dire que quand vous allez avoir le bénéfice d'exploitation qui va être réalisé, on n'est pas obligé d'être imposé dessus, on n'est pas obligé de le prendre tous les ans sous forme de dividendes. On peut également faire du remboursement de compte courant. On va pouvoir réutiliser pour de l'autre investissement. On va pouvoir aller chercher peut-être un refinancement avec une banque, puisque les prêts pour les sociétés sont des prêts commerciaux. Donc les capacités de refinancement ou les rachats de prêts sont beaucoup plus souples que dans des conditions de prêts classiques en nom propre. Et enfin, c'est un énorme avantage également pour les investisseurs étrangers. Et le démembrement est possible dans une société israélienne et donc on évite tous les problèmes. C'est un petit peu dans le cadre d'une SCI potentiellement française où on va faire un démembrement. Eh bien, en Israël, c'est également possible de réaliser le démembrement. Là, on va faire le comparatif sur la fiscalité sur le revenu immobilier pour une SCI. Donc, une société en Israël n'a pas le droit d'utiliser le forfait à 10%, elle est obligée d'utiliser le forfait réel. Bon, on a compris qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser le forfait à 10%, mais c'est important quand même de préciser qu'on ne peut pas, même si on le souhaite, on ne peut pas utiliser le forfait à 10% quand on achète en société. On a la possibilité de déduire les intérêts sur le compte courant actionnaire. Ça, je vais y revenir parce que c'est l'objet principal de la rentabilité, du choix entre la SCI à l'IR ou à l'IS. Donc, je vais y revenir. Il y a un slide qui est dédié un petit peu plus tard. La perte fiscale peut se reporter sur d'autres revenus au sein de la même société. Donc, si vous avez une société commerciale de facturation dans laquelle vous avez potentiellement une activité annexe, eh bien, on va avoir la possibilité de prendre les pertes qui ont été réalisées sur l'exploitation locative de votre appartement et on va pouvoir aller les déduire sur les autres revenus. Et on a même une logique, c'est le point numéro 4, on a même une logique, si jamais vous souhaitez créer une société privée dédiée pour l'investissement immobilier, on a la possibilité de rendre cette société-là transparente et de faire du coup remonter les résultats de cette société vers potentiellement votre société de facturation. Ça, c'est technique. J'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. Et la bottom line, le point important, c'est que les revenus, le bénéfice imposable de l'exploitation locative est imposé à 23%. Vous allez voir que c'est compliqué dans la situation actuelle d'avoir des bénéfices, un résultat imposable avec toutes les dotations aux amortissements et tous les intérêts bancaires que l'on va pouvoir déduire. Mais en tout cas, si tant est qu'il y a un bénéfice imposable, sachez que l'impôt en Israël, l'IS, c'est un taux unique de 23%. Sur la vente, eh bien là, on va avoir une imposition de 23% sur la plus-value nette. Donc, toujours le même principe. On va prendre le prix d'achat, on va déduire le prix, la dotation aux amortissements. On a la possibilité de déduire les pertes qui sont accumulées dans l'activité. Donc là, on va prendre un autre exemple. Imaginez que vous avez une société par laquelle vous avez investi dans une startup. Eh bien, l'investissement, dans certains cas, dans une startup peut être demandé comme une dépense déductible. Donc, si dans la même année, vous avez une perte dans une startup parce que ça n'a pas fonctionné et que vous avez une plus-value immobilière, vous allez pouvoir déduire l'un contre l'autre. Et on va pouvoir également utiliser les pertes reportées si éventuellement vous avez des pertes reportées de votre exploitation commerciale ou de votre exploitation locative.
On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité de réinvestir l'argent après les 23% d'IS. On n'est pas obligé de distribuer de l'impôt sur du dividende, on n'est pas obligé de payer du dividende. Si on a une logique d'investissement patrimonial élevée, eh bien, on a la possibilité de pouvoir vendre son bien, payer les 23% d'impôt et ensuite utiliser la plus-value nette d'impôt pour réinvestir derrière. Je précise également, comme c'est évoqué dans le point 4, que si vous souhaitez récupérer en dividende, l'impôt en Israël sur la distribution de dividendes, c'est 33%. Donc, quand on souhaite récupérer du dividende, on va d'abord évidemment se rembourser le compte courant actionnaire pour ne pas payer d'impôt dessus. Et puis ensuite, on va payer 33% sur le reliquat au niveau des dividendes. Un exemple, donc toujours le même exemple, avec un bien qui a coûté 5 millions. Cette fois-ci, le financement, on est parti sur un financement classique 30-70 pour une société. Le taux d'intérêt est à 6%. Les taux d'intérêt sont un petit peu plus élevés par contre en société. Et le loyer annuel qui est donc à 150 000 shekels. Combien d'impôts paye-t-on? Toujours le même principe. On n'a pas le forfait à 10%, donc celui-là, on ne l'a pas mis. Le forfait réel va être utilisé ici. On a 150 000 shekels de loyer. Les dépenses sont principalement les mêmes dépenses. La seule différence, ça va être les intérêts bancaires qui sont plus importants parce que à la fois le taux et à la fois le pourcentage de financement par la banque est plus important. Donc, on va se retrouver dans une situation où on a un déficit foncier de 202 500 shekels par année que l'on va pouvoir reporter sur les années suivantes ou déduire sur les autres revenus, comme on l'a expliqué précédemment. Donc, on a compris que sur l'exploitation locative court terme, quand on a un déficit de cette ampleur, avant qu'on commence à payer de l'impôt, c'est pas tout de suite. L'amortissement, je pense que ce sera une question. L'amortissement en Israël, c'est sur 25 ans, c'est-à-dire que c'est 4% par an sur 2 tiers du bien. Un tiers représente le terrain et ne peut pas être amorti. Les 2 tiers représentent la partie construite et cette partie peut être amortie sur 25 ans. Donc, pendant 25 ans, vous allez avoir la dotation aux amortissements qui va venir contrebalancer les loyers que vous allez récupérer. L'exemple sur la vente d'un bien sur une SCI, donc on reprend exactement le même exemple, toujours notre même bien qui a été financé à 30,70 avec 6% de crédit. On le vend à 6,5 millions, donc c'est exactement le même cas que tout à l'heure. On va avoir la même valeur nette d'amortissement, la déduction des pertes que l'on va pouvoir utiliser, la plus-value qui est donc inférieure et l'impôt que l'on va devoir payer potentiellement, c'est 245 000 shekels. Je précise ici, c'est l'impôt société. Si on souhaite prendre ça sur l'impôt sur dividende, à ce moment-là, on va avoir 33% d'impôt supplémentaire. Et donc, on passe à la dernière forme d'investissement, qui est la SCI à l'IR, comme j'appelle ça un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est qu'au niveau des avantages, on va avoir les mêmes avantages qu'une société. On va pouvoir acheter avec un import moins important. On va avoir une capacité de financement bancaire plus importante. Et on va avoir, et c'est là le principal intérêt de cette société, c'est qu'on va pouvoir avoir une rémunération sur le compte courant actionnaire. Et cette rémunération, je le précise en Israël, elle est exonérée pour l'actionnaire. On va voir un exemple concret juste après, mais vous allez comprendre que cette rémunération du compte courant actionnaire, c'est vraiment tout ce qui va faire la différence. On a également dans certaines banques la possibilité de refinancer les frais annexes. Je ne m'attarde pas sur les points qui sont sensiblement les mêmes que ceux de la société classique. On a l'effet levier possible avec des biens qui sont déjà financés. Il y a la responsabilité limitée. Et également, l'autre avantage très important, c'est l'imposition à l'IR. Comme c'est une société qui est transparente, les bénéfices qui sont réalisés par la société remontent directement à l'actionnaire. Et en cas de revente avec une plus-value importante, il n'y a pas d'impôt sur le dividende à payer. On va faire une simulation également en cas de revente. Et à la fin, il va y avoir une synthèse. Vous allez comprendre que c'est vraiment la meilleure des structures. Juste, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je mets juste un petit slide sur la rémunération du compte courant actionnaire qui est exonéré en Israël. Si vous réalisez un apport en tant que personne physique, donc on va prendre notre exemple classique, on a un certain montant d'apport, donc à peu près 30% sur 5 millions, c'est-à-dire 1,5 million. On va l'apporter en compte courant dans notre SCI à l'IR. Donc la société, après cette opération, nous doit cet argent, ce qu'on appelle un compte courant actionnaire. En Israël, le compte courant actionnaire, il est exonéré. C'est-à-dire la rémunération du compte courant actionnaire, elle va être exonérée. Et la rémunération, elle se situe à hauteur de l'inflation. Donc sur des années où l'inflation était historiquement faible, voire nulle, c'est pour ça que ce type de structure n'existait pas auparavant, parce que pendant plusieurs années, l'inflation est restée quasiment nulle, ou en tout cas très très faible. Donc les avocats, principalement, quand ils conseillaient leurs clients pour aller acheter un bien immobilier, bah, s'ils avaient les fonds déjà en nom propre, ils disaient bah, achète-le en nom propre, c'est la même chose. Ils n'avaient pas ce réflexe-là de pouvoir proposer la SCI à l'IR. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le faire.
que la rémunération du compte courant actionnaire sur l'inflation ne donnait pas une grosse rémunération, donc ça ne valait pas le coup d'ouvrir une société, etc. Par contre, aujourd'hui, et pour les prochaines années, quand on est dans un contexte d'inflation élevée, il faut comprendre que la rémunération du compte courant actionnaire qui va être exonéré pour l'actionnaire va permettre d'augmenter le compte courant actionnaire par les intérêts, donc par la rémunération, mais également, dans le même temps, ça va créer une dépense fiscale dans votre société. Donc, ça va rajouter une dépense supplémentaire, une charge financière dans votre société que l'on va pouvoir déduire contre les revenus locatifs ou contre une future plus-value. Je précise également que la rémunération du compte courant actionnaire peut être rémunérée à hauteur de l'inflation ou également à hauteur du changement ou de la fluctuation du shekel par rapport au taux de change sur diverses monnaies, sur des monnaies étrangères. Par exemple, on va pouvoir rémunérer votre compte courant actionnaire sur la différence ou sur l'impact entre le shekel et l'euro, entre le shekel et le dollar. On a la possibilité chaque année de choisir sur quelle monnaie on va décider de rémunérer son compte courant. Et généralement, cette rémunération, elle se fait au moment du bilan. Donc, on a déjà tout l'historique pour choisir, j'ai envie de dire rétroactivement, quelle était la meilleure rémunération possible. Donc, quand on comprend que la rémunération du compte courant actionnaire, qui peut être rémunérée soit à hauteur de l'inflation, là, on prend zéro risque, on va dire qu'une inflation saine, c'est à peu près entre 3 et 4%. Vous savez déjà que vous allez vous rajouter 4% de charges financières gratuitement dans les livres de votre société. Et si on veut être un petit peu plus agressif ou un petit peu plus créatif, on va aller choisir chaque année, on va aller vérifier le shekel par rapport à quelle monnaie il s'est déprécié le plus, et on va décider de rémunérer votre compte courant actionnaire basé sur la fluctuation entre ces monnaies-là. L'exemple, toujours le même exemple, notre bien à 5 millions, cette fois-ci on va le financer donc 30-70 puisqu'on est en société. Le crédit, ça va être 5% parce qu'on va bénéficier des taux d'intérêt du crédit en personne physique et non pas en société. Les loyers annuels, c'est toujours 150 000. Combien d'impôts paye-t-on? Ben là, on le répète, pas possible d'utiliser le forfait à 10% parce que une SCI Alière est une société. Donc, même si l'imposition est au forfait et remonte à l'actionnaire, c'est la société qui techniquement reçoit les loyers. Donc, on n'a pas la possibilité d'utiliser le forfait à 10%, même si, je me répète, aucun intérêt d'utiliser le forfait à 10%. C'est beaucoup trop cher par rapport aux autres forfaits. Dans le forfait réel, on a toujours donc nos loyers à 150 000. On a les mêmes dépenses, mais on a ici, vous voyez, j'ai mis une ligne, compte courant rémunéré 75 000 shekels. Je suis parti sur une rémunération de 5% sur la partie du compte courant, donc sur l'apport que l'actionnaire a apporté. C'est une rémunération sous forme d'intérêt cumulé. Donc la première année, vous avez gagné 75 000, mais ça s'est porté à votre compte courant. Donc la deuxième année, la rémunération sera plus élevée. Je ne rentre pas trop dans la partie technique. C'était vraiment pour l'exemple, mais vous avez compris que l'intérêt cumulé, si vous portez le bien pendant 6 ans, 8 ans, 10 ans, ça va faire effet boule de neige et vous avez une possibilité de créer un compte courant rémunéré beaucoup plus important. Mais là, pour l'exemple, j'ai voulu simplifier au maximum. Le déficit foncier qu'on va avoir, c'est donc 242 000 shekels par an, que l'on va pouvoir également reporter sur les années suivantes. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'impôt à payer sur l'exploitation des revenus locatifs, comme dans les 3 exemples précédents. Et lors de la revente, et c'est là toute la petite nuance, et tout l'avantage de cette structure, c'est que lors de la revente, on calcule toujours le bien net d'amortissement, donc on est toujours à 4 220 000. La déduction des pertes, les pertes sont plus importantes, hein, puisqu'on a le compte courant actionnaire qui est rémunéré, donc on a plus de pertes. La plus-value imposable, elle est donc moins importante, et on a l'avantage de payer un seul échelon de plus-value, c'est 25%, puisque c'est une SCI qui est à l'IR, donc ça remonte directement à l'actionnaire, et on se rappelle qu'une personne physique sur la plus-value immobilière en Israël, c'est une seule tranche d'imposition, c'est à hauteur de 25%. Donc on se rend compte que dans ce cas-là, l'impôt à payer, c'est 206 000 shekels en cas de plus-value, et il n'y a pas d'impôt sur dividende, il n'y a pas de complément. Pour vous permettre de digérer ça avec un tableau un petit peu plus récapitulatif, on va avoir donc sur la partie des revenus locatifs, on va avoir le comparatif entre non propre, SCI-LIS, SCI-LIR. Sur la partie non propre, on comprend bien que on a 2 forfaits que l'on peut utiliser, le 10% ou le réel. Selon le 10%, on va payer 15 000 shekels d'impôt. Selon tous les autres forfaits, on ne paye pas d'impôt sur le revenu locatif. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on met toujours dehors le forfait à 10%. S'il y a des personnes qui ont l'habitude de payer le forfait à 10%, vraiment vérifiez si jamais vous n'avez pas la possibilité de payer à zéro. Vous avez compris qu'il n'y a aucune différence entre les 2 forfaits, si ce n'est que tous les ans, vous allez payer 10% et que vous allez payer une plus-value plus importante en cas de revente. Les déficits fonciers dont on va bénéficier tous les ans, eh bien, avec le forfait à 10%, il n'y a pas de déficit foncier parce qu'on ne peut pas déduire de dépenses, donc on a zéro déficit. Et quand on est en SCI à l'IR,
comme on l'a expliqué, il y a un déficit reportable de 242 500 shekels. C'est le déficit le plus important. Pourquoi? Parce qu'on a la rémunération du compte courant actionnaire qui s'est rajoutée. Sur la plus-value, eh bien là, c'est toujours la même présentation. L'impôt sur la vente qui va être payé, dans le pire des cas, c'est toujours le 10%. Comme on n'a pas de déficit et qu'on est quand même pénalisé par les amortissements, eh bien c'est là où on va payer le plus. Au forfait réel, on va payer 423 000 shekels. Sur une SCI à l'IS, on a deux échelons. On va d'abord payer à court terme l'IS à 23%, donc les 245 000 shekels. Si on souhaite se le remonter et le distribuer sous forme de dividendes, on va devoir compléter des dividendes supplémentaires. Et c'est vrai qu'en cas de distribution de dividendes sur une SCI à l'IS, on va avoir un impôt qui est supérieur à l'achat en nom propre. Mais une SCI à l'IR, dans le même schéma, et comme on l'a expliqué, elle va payer 206 000 shekels d'impôt sur la plus-value. Il n'y a pas d'impôt sur dividende. Et voilà l'impôt total que une SCI à l'IR va avoir à payer. Vous pouvez voir que la différence sur la même personne qui va acheter le bien, il se pose la question, est-ce que je l'achète en nom propre ou en société? Vous pouvez voir que la différence en cas de revente sur l'imposition, elle est du simple au double, voire plus. Donc c'est très important dans un contexte d'inflation ou de fluctuation importante sur les taux de change de bien prendre la bonne décision quand vous allez acheter votre bien. Si c'est pour de l'investissement, vous disposez déjà d'un apport en nom propre, eh bien c'est très important de... Lolo, c'est très important de prendre la bonne structure. Et aujourd'hui, la bonne structure, c'est la SCI à lire. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas suivi sur le chat. Je ne sais pas s'il Ouais, y a il y a beaucoup de quelque chose. questions, Il y a beaucoup de Nathanaël, questions. parce que tu Super. étais vraiment comme une mitraillette aujourd'hui. Alors d'abord, il y a Alain Pikowski qui a Oui, Alain. posé beaucoup de questions. Alors d'abord, il Bonjour faut faire... Rachel. Donc, oui, vas-y. Non, non, vas-y, Alain, tu veux vas-y. la poser directement, la question? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il dit, il faut faire une société avec Un faible, avec un un faible faible capital et un capital. gros compte courant. Bien sûr. En Israël, c'est une très bonne remarque, Alain. En Israël, il n'y a pas de capital minimal obligatoire. Donc, on a la possibilité de constituer une société avec, moi j'ai pour habitude de constituer avec 1000 shekels de capital et tout le reste de l'apport est apporté en compte courant actionnaire. Très bonne remarque. Et même si on va un petit peu plus loin, en admettant que vous disposez de tout l'apport nécessaire et que vous n'avez pas besoin d'aller faire un effet levier avec la banque, eh bien, tout l'apport, vous le mettez dans une société. La société vous doit tout le compte courant moins 1000 shekels de capital et tout votre compte courant, il va tourner d'année en année et il va vous rémunérer de manière indéfinie sur le compte courant actionnaire. Donc le même bien acheté en nom propre, revendu 10 ans plus tard, bien acheté par la SCI que vous avez transformé à l'IR, vous avez compris que le prix d'achat du bien, il va exploser sur la deuxième option. Cette rémunération du compte courant est exonérée complètement d'impôts Exonéré totalement d'impôts, à condition que vous soyez résident fiscal israélien. et elle peut être versée. Elle peut être versée et elle peut même être plus que ça. Elle peut même servir de revenus pris en compte par les banques. Donc, quand vous allez amener à votre banque votre avis d'imposition, l'année 2, par exemple, cette rémunération compte courant actionnaire, elle apparaît dans votre avis d'imposition, puisqu'elle Sans apparaît comme charge limite. financière dans la société. La Sans limite, limite. c'est que ce soit à hauteur de l'inflation ou de la fluctuation sur le taux de change. Vous ne pouvez pas vous rémunérer à 30% si derrière vous n'avez pas une inflation qui a fait 30%. D'accord? Il faut définir un barème et c'est selon ce barème-là qu'on va définir quel est le taux de rémunération. Mais je répète que ce barème-là peut être mis à jour tous les ans et comme on le fait au moment du bilan, eh bien rétroactivement au moment du bilan, on va toujours choisir quelle est la Ouais, meilleure option de rémunération. ok. Et dans ce type de société, l'imposition des bénéfices, puisque on n'est pas obligé d'être en perte, on peut être en bénéfice. Oui. Comment ça se passe? Alors, déjà pour être en bénéfice avec les amortissements et les intérêts sur le compte courant, si c'est des bénéfices de l'exploitation locative, c'est quasiment impossible que vous soyez en bénéfice d'un point de vue fiscal, hein, je parle, puisque la rentabilité d'un bien, c'est 3%. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, jamais les loyers vont permettre de dépasser. Tant bien même ça dépasse, à ce moment-là, l'imposition, elle est splittée en deux options. Si vous avez plus de 60 ans, c'est 10%. C'est à partir de 10%. Il y a des tranches d'imposition, mais c'est à partir de 10%, sachant que vous ne payez pas sur les 80 000 premiers shekels. Okay. Et si vous avez moins de 60 ans, à ce moment-là, vous ne payez pas sur les 20 000 premiers shekels. Et au-delà, c'est 31%. D'accord. J'ai une question également. Oui. En Oui, fait, allez-y, Daniel. oui, bonjour, merci. Merci de la présentation. J'ai une question également. Lorsqu'il y a des déficits fonciers qui sont faits par la SCI à l'IR,
De ce que j'ai compris du tableau, ceux-ci sont reportables et en fait, on les utilise pour minorer l'impôt sur la plus-value. C'est bien ça. On peut pas les Tout à fait. cumuler avec on peut pas les cumuler avec des revenus personnels qu'on a. On est Si, si, d'accord. on peut les cumuler sur des revenus personnels fonciers. Il faut choisir. Ah, d'accord, mais il faut choisir. Fonciers. D'accord. Oui, je pars du principe que on parle vraiment d'un seul bien, d'un seul exemple. Si vous avez des biens qui sont déjà en nom propre, qui Ouais, génèrent des bénéfices, vous créez d'accord. cette SCI pour votre nouveau projet, Ouais, elle d'accord. génère une perte, comme on D'accord. a vu ici, de 242 000 shekels. Ouais, Ces d'accord. 242 000 shekels, vous les prenez, comme D'accord. c'est à vous, puisqu'ils remontent directement à l'actionnaire, vous allez les déduire contre vos D'accord. autres revenus fonciers. D'accord. On est bien d'accord que ça marche pas comme en France où on peut imputer un déficit foncier sur des revenus de toute nature. C'est pas le même système. Vous pouvez que si jamais le bien, il est exploité en court terme. Ah oui, Et d'accord. donc, c'est Ok. un actif, c'est un Professionnel, revenu commercial, ouais, professionnel, commercial. exactement. D'accord. Et Ok. donc, ça peut remonter dans l'ensemble de vos D'accord. éléments. Mais attention, ce revenu-là, il vous permet quand même, à terme, Ouais. d'économiser un impôt de 25% flat. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pas Sur la certain, plus-value. ouais, c'est pas certain que ce soit intéressant d'aller prendre un impôt, une déduction potentielle de On est 25% d'accord. d'impôt flat On est pour aller les d'accord. mettre sur des revenus D'accord. commerciaux. Sachant que la petite différence en fait entre Israël et la France, c'est que d'office, Israël applique des abattements, enfin des amortissements au Oui, moment de la revente, même oui, s'ils n'ont pas été déduits, peu importe. C'est applicable alors qu'en France, ce n'est pas le cas parce que la plus-value elle est calculée par rapport au prix d'achat et pas par rapport au prix d'achat moins les amortissements, hein. tout à fait. C'est une différence très C'est importante, hein, c'est une voilà. différence extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la NAV, la NAV, la Net Asset Value. Et je sais qu'en France, sur le LMNP, par exemple, ils ont déjà identifié cette problématique où ils savent que les gens bénéficient de l'amortissement mais ne l'utilisent pas Ouais, dans la revue et ils veulent ouais, corriger. Donc, ça va être corrigé, je pense, dans les prochaines années en France. En tout cas, en Israël, ils ne se sont pas fait avoir. Si vous louez, alors ils vont même plus loin. C'est pas si vous utilisez l'amortissement, je vous l'enlève. C'est même si vous ne l'utilisez pas au forfait à 10%, quoi voilà, qu'il c'est arrive, ça. je Ouais. vous l'enlève. Voilà, exactement. Ok. Bon, c'est les Russes qui ont fait le pays, hein, c'est Oui, normal. je comprends. Les communistes. Ok, il y a Nathanaël Sebag qui demande quelle est la meilleure option en vue d'une éventuelle alia. Alors, je répète que c'est pour de l'investissement. Cette présentation, c'est que pour de l'investissement. D'accord? Si, en vue d'une éventuelle alia, vous comptez acheter un bien pour y vivre derrière, c'est pas l'objet. Par contre, si, c'est quand même une question qui est importante. Si vous êtes étranger, vous avez votre apport, vous avez envie de faire une SCI LIR, c'est tout à fait possible. Je répète, et je précise une chose que je n'ai pas dit, la rémunération du compte courant actionnaire, elle n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'aller loger un compte courant actionnaire dans votre société israélienne. L'imposition, elle va remonter à l'actionnaire, donc à la personne physique. Vous allez avoir l'article 6 de la convention fiscale entre la France et Israël qui va mettre une imposition exclusive en Israël parce que le bien se situe en Israël. Donc en France, vous ne payerez pas d'impôt sur vos revenus locatifs. En Israël, on a compris que même sans la rémunération du compte courant, normalement, il n'y a pas d'impôt à payer. Et dans certains cas, si demain vous allez faire si vous faites votre alia, par exemple, au bout de 5 ans, 6 ans, 8 ans, on a la possibilité en Israël de faire une rémunération rétroactive sur les années précédentes du compte courant actionnaire. Donc c'est tout à fait possible de ne pas rémunérer les premières années et quand vous devenez résident fiscal israélien, de décider de faire une rémunération rétroactive sur les intérêts. Il y a également Alain Habib qui demande, est-ce que c'est le même raisonnement si on parle uniquement de location saisonnière? C'est exactement le même raisonnement. Il n'y a aucune différence. La seule petite nuance, c'est qu'une location long terme en Israël ne nécessite pas d'ouverture de dossier à la TVA. Donc, vous n'aurez qu'un dossier aux impôts, vous n'aurez pas de dossier à la TVA. Quand vous allez faire une exploitation saisonnière, donc Airbnb, court terme, Booking, etc., là, vous allez devoir nommer un gérant ou un représentant fiscal et vous allez devoir avoir un dossier ouvert à la TVA. C'est la seule différence entre les deux. Tout ce qui est rémunération du compte courant, déduction, forfait réel, etc., c'est exactement le même principe, peu importe quelle est l'exploitation locative que l'on va faire. Ok. Et il y a également Patrick, donc, qui est avec nous, qui demande l'imposition sur les loyers, commerces et résidentiels idem. Oui, c'est la même. La seule différence, c'est que sur le commerce, on ne peut pas utiliser le forfait à 10%, même si on fait un achat en nom propre. L'achat en nom propre, pardon, le forfait à 10%, c'est une loi qui est passée en 91 suite à une forte alia de Russie. Et pour inciter les gens à libérer des biens et à les proposer à la location, à l'époque, le gouvernement avait mis la possibilité d'utiliser le forfait à 10% uniquement pour les biens résidentiels. Les locaux commerciaux ne rentrent pas dans cette catégorie. Donc les locaux commerciaux ne sont imposés qu'au forfait réel.
peu importe si vous l'avez en nom propre, en SCI à l'IS ou en SCI à l'IR. Ok, et enfin, il y a, parce que je n'arrive pas. Oui, Alain qui demande comment et pourquoi faire un démembrement. Pour éviter, alors comment comment et pourquoi? Tout simplement, le démembrement évite dans plusieurs cas. Alors, je m'explique, je m'explique. Alors, je Oui, m'explique en fait. La notion d'usufruit et de nue propriété n'existe pas en Israël. si, si. Elle existe, Alain. Elle Elle est très existe. peu comprise par le système fiscal israélien parce Oui, qu'ici, il n'y a pas d'impôt elle sur les existe. donations et il n'y a pas d'impôt sur les successions, donc ils ne comprennent pas l'intérêt de faire ça, mais ça existe Voilà. totalement. Et Je vais même par vous dire, ailleurs, ça c'était existe dans une pourquoi. jurisprudence, alors ça a été fait à l'inverse, c'est le tribunal qui a ordonné la mise à disposition de l'usufruit parce que il y a une personne qui habite à Netanya, un Français, qui avait une dizaine de biens, c'est une jurisprudence qui est publique, hein, tout le monde peut consulter, qui avait une dizaine de biens, les biens ont été achetés au fil de l'eau au nom de chacun des enfants pour bénéficier des tranches d'imposition moins importantes sur la taxe d'acquisition et pour bénéficier des tranches d'imposition moins importantes de chacun. Euh, dans une vérification globale, les impôts ont considéré que l'ensemble des biens, au final, même s'ils sont en nue propriété sur les enfants, l'usufruit remonte au père et ils ont imposé le père sur l'ensemble des revenus. Donc le tribunal lui-même a eu cette analyse et a compris que pourquoi on va utiliser l'usufruit sur plusieurs biens, etc. Parce que parfois on va vouloir souhaiter diminuer l'imposition sur les revenus locatifs. Dans ce cas-là, le tribunal a imposé l'application de l'usufruit. Mais en tout cas, nous, on accompagne beaucoup de dossiers, notamment de personnes qui habitent encore en France, qui ont des enfants. Le démembrement est totalement possible de la même manière qu'on peut le faire en France. D'accord, mais L'intérêt principal, En Israël, ils ne présentent pas tellement d'intérêt puisqu'il n'y a pas d'impôt sur la succession. Si les enfants sont en Israël et que les parents sont C'est en ça. Israël et que le bien est en Israël, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Si un des trois est en France, il y a Oui, un impôt sur la succession. ok. Et enfin, il y a Jean-David, Alexandre qui demande, peut-on faire un apport d'un bien immobilier à une SCI familiale? oui, mais si le bien est déjà financé, oui, l'apport se fera en nature et non pas sous forme de compte courant actionnaire. Donc d'accord. malheureusement, vous ne recevrez pas un compte courant pour un bien qui est déjà financé à 100%. Et notez également une autre chose, c'est que quand on va faire un apport d'un bien qui est en nom propre, qu'on va apporter dans une SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, c'est pareil, on va devoir utiliser l'article 104 qui va permettre de modifier, donc de faire une mutation au niveau du propriétaire. Mais à ce moment-là, on va devoir payer quand même 0,5% de taxe d'acquisition sur la valeur d'achat actuelle du bien. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire à court terme. Je ne vois pas d'intérêt à faire Eh ce ben, type. c'est pour avoir le maximum de dividendes exonérés d'impôts. Non, justement, le dividende exonéré d'impôt, il ne fonctionnerait qu'en cas de rémunération du compte courant actionnaire. Or, l'apport de l'appartement que vous allez apporter, s'il est déjà payé, il se note en avantage, il se note en apport en nature, c'est-à-dire que vous allez recevoir contre ça de l'émission d'actions et non pas de l'émission de compte courant. Oui, mais On ne va pas pouvoir le rémunérer. c'est pas le capital, hein, mais ce sont les loyers. Hein, ils seront maximum par rapport à un compte bancaire avec des intérêts. C'est ça. Je n'arrive pas à comprendre la nuance, excusez-moi. Bon. Je crois que ce que le monsieur veut dire, c'est qu'en fait, on crée un déficit fiscal tout à fait artificiel, puisqu'on déduit des amortissements. Mais Alors, que l'argent, s'il n'y a pas d'emprunt, l'argent de la location est quand même dans la société. Donc, on peut ensuite distribuer cet argent disponible dans la société à la personne, si j'ai bien compris. oui, Sans le payer problème, c'est qu'en cas de d'impôts. distribution, non, en cas de Voilà. distribution, comme vous n'avez pas de compte courant, ce sera considéré comme du dividende. Donc, vous allez devoir payer 33% d'impôt. Première Alors, chose. Deuxième chose, je alors, précise et je répète que même en nom propre, vous avez la possibilité d'utiliser le forfait, Même si la société est l'amortissement. déficitaire, Même même si si la la société... société est déficitaire. Alors, si la société est déficitaire, a priori, elle n'est pas censée pouvoir distribuer de dividendes. Il faudrait exact. faire appel au tribunal. Donc, je ne vois pas trop la meilleure solution. Mais en tout cas, je rappelle que si vous avez un bien en nom propre, n'oubliez pas que même en nom propre, on peut utiliser l'amortissement avec le forfait réel. Donc, aucun intérêt d'aller constituer une société et d'aller apporter un bien
qui est déjà financé dans cette société, puisqu'on ne reçoit pas de compte courant. Par contre, si vous avez un bien, vous avez... Nathanaël, Oui. je vais être plus clair. Je reçois un loyer de 150 000. Oui, J'ai un amortissement de 150 000. oui, Résultat, zéro. Donc, impôt sur les sociétés, zéro. oui. D'accord? Mais les 150 000 de loyer que j'ai reçus, j'ai le cash, puisque l'amortissement, La on l'a société a le déjà. cash. La société a le cash. Oui, Donc, elle veut quand même distribuer ses 150 000, alors que le bénéfice est zéro. oui. Net d'impôt. Mais est-ce que les 150 000 de loyer vont être nets d'impôt ou pas? Est-ce que je suis clair? Eh oui, en principe, oui. Alors, non, parce que si vous apportez votre bien, c'est ce que je vous dis, si le bien, il est déjà à votre nom et vous l'apportez dans votre société, vous l'apportez sous rémunération d'actions. Vous n'avez pas de compte courant. Vous ne recevez pas de compte courant. Donc, pour pouvoir vous distribuer des revenus qui sont dans votre société, Non, mais je ne parle pas de compte courant. On ne parle pas de Non, compte non. courant. Je suis pour d'accord avec sortir de Alain. l'argent, pour On a sortir un de l'argent, j'ai très bien appartement. compris l'exemple. Si vous avez aujourd'hui de l'argent dans une société, il y a deux manières de le sortir. Soit trois manières. Soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividende, soit sous forme de remboursement de compte courant. Remboursement de compte courant dans notre cas, il n'y en a pas. C'est Il n'y en a impossible, il n'y en a pas. pas. Salaire, si vous voulez, vous allez être imposé dessus. Ce sera toujours moins cher que le dividende, cela dit. Et ou dividende. Donc les deux options vont générer de l'imposition. Alors que dans votre même cas, vous gardez votre bien en nom propre, il vous donne toujours l'amortissement, donc 150 000 de loyer et 150 000 d'amortissement. L'argent, vous l'avez chez vous, aucun intérêt d'aller le chercher, il est déjà chez vous et vous ne payez pas d'impôt. Il est dans la société. Nathaniel, il Il n'y est a chez pas moi. d'amortissement, comme dit Alain. Il Il n'y y a a un pas. amortissement en nom propre, c'est ça que je vous ai expliqué ici. Non, mais là, Mais non, quand on... l'argent, il est dans la société ou il est chez moi? Dans notre cas concret, vous m'avez dit, j'ai un bien en nom propre que je vais apporter dans une société. On est d'accord? Oui, Non. J'ai un bien en nom propre dans une société qui a été Alors, un bien en nom financée. propre dans une société, c'est soit un bien en nom propre, soit une Faut société. choisir, hein. Faut choisir. Il Oui, faut enfin, choisir entre les dans deux. une SCI, pardon. Dans Une une SCI à SCI. l'IR ou à l'IS? SCI à l'IR. Alors, à l'IR, effectivement, vous avez raison, l'intégralité des bénéfices remonte chez vous. Ce n'était pas l'exemple d'Alexandre, hein, je précise. Ah, Mais alors, Alain, vous exactement avez ce tout que à je fait voulais dire. raison. Et c'est tout SCI à l'objectif de l'IR. notre SCI à J'ai l'IR, un c'est qu'il n'y ait pas bien, d'impôt j'ai derrière. un bien dans, je recommence, j'ai un bien dans une SCI à l'IR. Il me rapporte 150 000 de loyer Oui, et je l'amortis 150 000. Oui, Je n'ai pas d'impôt sur la société, on est on est d'accord? d'accord. C'est ce On schéma-là, n'est c'est pas, cette présentation-là. et les, Tout à et fait les d'accord. 150 000 me reviennent intégralement. Tout à fait. oui, D'accord. sans À l'IR. impôt. Sans impôt. C'est tout le Oui, principe Voilà. de la SCI à l'IR. Et vous avez, en plus de ça, si vous avez vous-même financé tout ou partie du bien, un compte courant qui va courir derrière, qui va continuer à générer des charges financières. C'est la partie en rouge ici. C'est un compte courant rémunéré qui n'est qu'une écriture comptable ou fiscale et que vous allez pouvoir utiliser un jour en cas de revente. Nathaniel, merci Oui, beaucoup. Je pense avec qu'on va plaisir. clôturer la session parce que je pense que les conversations un peu plus individuelles doivent se faire de façon individuelle avec toi. Tu as tout à Alors, fait. merci à tous. Je vous envoie tout à l'heure l'enregistrement et les coordonnées de Nathaniel Drey. Comme ça, Avec vous plaisir. pouvez fixer rendez-vous directement avec lui. Je vous Avec remercie. Je vous plaisir. souhaite une Merci à bonne tous. journée. Merci Au Rachel. revoir. Merci. Au revoir à Au revoir. tous.